Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Jaffo, conseiller d'entreprise à la CCI et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire. Alors, pour ce webinaire, on a choisi de parler de marque et de propriété intellectuelle et de la manière dont on peut protéger les signes distinctifs. Donc, on verra ce que c'est un signe distinctif en ligne sur le web. Donc pour ce webinaire, j'ai fait intervenir Alexis Martin, qui est consultant en stratégie de propriété intellectuelle au cabinet Bléger Rhein Poupon. Donc je le laisserai se présenter plus en détail. Je vous rappelle juste quelques informations pratiques avant de démarrer. Donc essayez de couper vos micros. Justement, il y a un petit écho, donc essayez de couper les micros pour pas avoir des bruits parasites. Vous avez un espace de chat pour poser vos questions par écrit, n'hésitez pas, hein, tout au fil de la présentation, on les prendra et puis on les posera à Alexis en attendant ses réponses. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai le lien de ce replay pour consultation. Et puis voilà, on pourra prendre des questions aussi en fin de présentation. N'hésitez pas. Voilà, je laisse la parole à Alexis, puis je reviendrai à la fin de la présentation. À vous, Alexis. Merci, Karen. Bonjour tout le monde et merci de prendre un petit peu de temps pour venir m'écouter parler de propriété intellectuelle. Je m'appelle Alexis Martin et je suis consultant en stratégie de propriété intellectuelle au sein du cabinet Bléger Rhein Poupon. Et aujourd'hui, nous allons parler effectivement de la marque. Petite introduction pour vous présenter un peu le cabinet. Le cabinet Bléger Rhein Poupon, donc nous sommes situés à Mundolsheim, notre siège est à Mundolsheim, mais nous sommes présents dans tout le Grand Est. Nous sommes présents notamment sur Nancy, sur Reims et sur Châlons-en-Champagne. Dans notre équipe, nous avons 12 ingénieurs et 10 juristes qui sont ici pour déposer des brevets, déposer des marques, rédiger des contrats également. Et nous avons des accompagnements spécifiques, notamment au niveau du marché asiatique et au niveau de la recherche de subventions. Nous avons par exemple au niveau des aides publiques par rapport au dépôt de brevets et de marques, par exemple. Notre credo, c'est l'accompagnement de l'entreprise dans la stratégie de protection des innovations, en général au sens large, puisqu'on peut intervenir autant au niveau du brevet qu'au niveau de la marque, qui sera le sujet d'aujourd'hui, que sur les dessins et modèles, la protection des logiciels, par exemple, la rédaction de contrats, la protection et la réservation de noms de domaine, mais également, au sens large, la lutte contre la contrefaçon. Donc, nous accompagnons nos clients sur tous ces sujets-là, avec un objectif vraiment d'être disponible et présent aux différentes étapes de la vie de l'entreprise et de ses projets innovants. Alors, je vais faire une présentation un petit peu plus large dans un premier temps sur la propriété intellectuelle. L'objectif d'aujourd'hui, c'est bien évidemment pas de faire de vous des experts en propriété intellectuelle, puisque ça prend un peu plus qu'une heure, et heureusement, sinon j'aurais vite plus de travail. Mais c'est surtout de faire en sorte que vous ayez certains réflexes, notamment au niveau de la protection de la marque, que vous ayez déjà quelques notions en tête. Au niveau des critères de la marque, au niveau de qu'est-ce qu'on peut déposer comme marque, qu'est-ce que c'est une marque tout simplement. Et dans un premier temps, qu'est-ce que c'est la propriété intellectuelle? La propriété intellectuelle a un sens et a une existence puisqu'il y a un besoin qui a été identifié en soi par l'État, qui a identifié le fait que l'innovation, on va chercher à l'atteindre pour une raison évidemment, hein, c'est pour être meilleur que les concurrents, pour atteindre un avantage concurrentiel. Cet avantage concurrentiel, il est multiple. Il peut avoir plusieurs facettes. On peut essayer d'être plus efficace techniquement, plus rapide, plus écologique, plus beau également, avoir des process qui sont mieux lissés, etc., etc. Il existe bien évidemment pléthore d'avantages concurrentiels à lister. La problématique, c'est que l'innovation, c'est à la fois risqué, ça peut ne pas marcher évidemment, ça prend du temps et ça coûte de l'argent, ce qui en fait un processus risqué et parfois compliqué à mettre en place pour une entreprise. Mais ce qui fait qu'au final, quand on est enfin arrivé au stade de l'avantage concurrentiel, ben évidemment, on n'a pas trop envie qu'un concurrent vienne vienne nous le copier tout simplement, sans passer par ces fameuses étapes risquées qui sont ici. Et donc, on veut faire une chose, c'est le protéger.
Une des premières questions qu'on me pose très rapidement quand je vois des clients ou des entrepreneurs, c'est la question suivante, de me dire, voilà, j'ai une super idée, c'est de créer une application qui fait ça ou de faire une entreprise qui propose tel service ou tel produit. Comment est-ce que je protège mon concept? Et en général, la réponse, elle est un peu brute de fonderie, elle est un peu cash, elle fait un peu peur aux gens, mais c'est la suivante, c'est qu'une idée ou un concept ne se protège pas. En général, j'essaie vraiment d'être assez cash là-dessus et de leur dire, votre idée, elle est super, elle est géniale, mais c'est vraiment que la première marche, que le premier pas de votre marathon entrepreneurial, et en soi, elle n'a pas de valeur. J'entends par là que, en termes de protection, elle ne vaut rien, elle n'est pas protégeable, elle est ce qu'on appelle libre de parcours. Par contre, ce qui va être protégeable, c'est tout ce qui va découler de cette idée-là. La matérialisation de cette idée-là est protégeable, comme par exemple une technologie, un logo, un nom, on va en parler aujourd'hui, un design, une application, un algorithme, et j'en passe. On a plusieurs choses qui sont protégeables. Donc en soi, l'idée, c'est 1% du processus d'innovation. C'est important, on commence évidemment par là, mais au final, c'est juste qu'1%. Et ce qui va être protégeable, c'est le développement qui est derrière. C'est le travail que vous faites tous les jours en montant votre entreprise et en continuant à travailler sur votre innovation. Et ce sont ces choses-là qui vont être protégeables. Alors, entrons un peu dans le vif du sujet. Si vous avez un peu lu le titre de la présentation d'aujourd'hui et que vous avez un peu suivi le sujet de ma présentation, vous me voyez venir assez rapidement, mais on va parler évidemment de signes distinctifs. Il en existe plusieurs et j'ai pris ici une petite liste non exhaustive, mais de plusieurs signes distinctifs qui existent. Il existe évidemment la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne, le nom de domaine et enfin la marque, qui sera le sujet d'aujourd'hui. Pour un peu décliner ces différents signes distinctifs existants, j'ai pris un exemple d'une entreprise qu'on connaît, je pense, tous, qui est une industrie dont l'Alsace est très fière, hein, Cronenbourg, qui fait des boissons alcoolisées ou non, et qui possède évidemment chacun de ces signes distinctifs. On va commencer avec le premier, la dénomination sociale, Brasserie Cronenbourg SAS pour mon exemple ici, n'est autre que le nom administratif qu'il est donné à votre entreprise lorsque vous la créez. Vous pouvez en soi donner un peu ce que vous voulez comme nom. Ici, Brasserie Cronenbourg SAS. On communique en général pas trop avec ce nom-là. On peut le faire évidemment, hein, mais on a en général un autre nom qu'on va afficher aux yeux du client, qui est le nom commercial. Dans mon exemple ici, Cronenbourg ou BK pour Brasserie Cronenbourg, qui était beaucoup utilisé il fut un temps. On a ensuite l'enseigne, qui est le nom qu'on va afficher physiquement auprès de nos boutiques, de nos différents, par exemple, ateliers, les usines, etc. On va afficher Brasserie Cronenbourg. Ensuite, on a le nom de domaine, voilà, qui est clairement dans l'air du temps, le nom de domaine qui est l'adresse internet, l'adresse de votre site internet, voilà, www.cronenbourg.com. Il existe évidemment différentes extensions, hein, .com, .fr, .alsace, .eu, il en existe beaucoup, et ces différents noms de domaine vont diriger le client vers votre site internet et donc vers votre entreprise et vos produits et services. Et enfin, on a la marque, une marque. Ici, je vous ai mis un exemple d'une marque de chez Cronenbourg. Cronenbourg, qui est une entreprise assez complète, hein, possède évidemment plusieurs marques. On peut déposer plusieurs choses en tant que marque, on y viendra après. Et j'ai ici un des exemples d'une marque qu'ils ont déposée et qu'ils affichent régulièrement sur leur boisson. Voilà, Cronenbourg avec le petit blason et les deux petits lions de part et d'autre. L'élément important de cette slide-là, que je voudrais bien que vous compreniez, c'est que la marque est l'unique ligne ici qui va vous donner une protection. Une protection, quand j'entends une protection via la propriété intellectuelle, qui va vous donner ce qu'on appelle un monopole d'exploitation. Ça veut dire que maintenant, alors moi très régulièrement, hein, quand je vois des gens qui viennent me parler de leur marque de vêtements ou leur marque de cosmétiques ou de je ne sais quoi, qui viennent me dire « Ah, j'ai créé une marque, on fait tel produit, tel service, etc. » En général, alors c'est un peu ma déformation professionnelle hein, qui fait que je suis pas très drôle en soirée en général. Je leur dis « Ah, ok, donc vous avez déposé, ce dont vous me parlez, vous l'avez déposé en tant que marque. » Et souvent, on me répond, bah non, je n'ai pas encore déposé parce que j'ai mes raisons, je n'ai pas déposé. Et donc, c'est un peu ma déformation professionnelle de venir leur dire, bah du coup, vous n'avez pas une marque en fait, vous avez un nom commercial. Et vous n'aurez une marque que le jour où vous aurez déposé ce nom commercial en tant que marque. En France, on a un peu dans le langage français comment dire, un raccourci qui va se faire entre la marque qu'on entend, c'est-à-dire le nom avec lequel je communique, et la marque qui est vraiment le titre de propriété intellectuelle que j'ai déposé. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de la marque ici, donc du titre de propriété intellectuelle, qui va justement vous donner une protection via, pour vous donner un monopole d'exploitation commerciale. On y vient. Donc, pareil ici, vous devriez me voir venir depuis très loin si je vous demande quel est l'élément commun entre toutes ces choses que je vous montre ici. Évidemment,
c'est si simple, je ne vais même pas attendre votre réponse. La réponse est assez évidente. Tous les signes que je vous montre ici sont déposés en tant que marque. Alors, il y a certaines choses qui vont un peu vous étonner, on va les voir un par un. Ici, on a un logo, le logo de Wikipédia. On a le logo ici d'une entreprise qui s'appelle GitHub, qui est très connue des développeurs web. On a ici le logo d'une entreprise qui fait notamment des motos qui s'appelle Triumph. Donc ça, c'est une première marque de Triumph. Et ici, une deuxième. Je fais exprès d'en mettre deux pour vous montrer qu'on peut déposer plusieurs types de marques. On y viendra juste après la prochaine slide. Ici, j'ai la représentation graphique du rugissement du lion dans les films de Metro-Goldwyn-Mayer, que vous avez sans doute vu au cinéma, sans doute. Alors ici, on a une personne qui s'appelle Nabila qui a déposé une de ses phrases qu'elle a prononcée dans une émission de télé-réalité en tant que marque. Je n'ai même plus la phrase en tête, une question de shampoing, allô, shampoing, je ne sais plus quoi. Ici, on en a une autre également, une autre philosophe qui a aussi déposé une phrase un peu rigolote qu'elle a dit dans une émission. On a ici le logo de l'entreprise Vans, qui fait de l'équipement notamment au niveau du skateboard, mais aussi de l'habillement en termes sportifs et en termes de basket. Le slogan de chez McDonald's, que l'on connaît sans doute. Et ici, on a le post-it de la marque 3M. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer déjà les deux philosophes. Je les ai surtout mis pour vous montrer qu'on peut déposer beaucoup de choses en tant que marque. On a vraiment beaucoup de choix et on peut déposer un peu, entre guillemets, ce que l'on veut en tant que marque. Mais je vais les trier en trois groupes différents. Le premier groupe qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle les marques figuratives, autrement dit, les logos. Ce sont les exemples de logos qu'on peut déposer. À partir du moment où je veux insérer un élément qu'on appelle figuratif, un élément visuel, un dessin ou un logo comme ici, ou même une police d'écriture spécifique, par exemple ici Triumph, voilà, avec le petit R qui a une très longue patte qui vient s'accrocher au H, on appelle ça une marque figurative. Par opposition à la marque verbale, donc un nom ou un slogan ou même une phrase, je peux déposer un peu ce que je veux. Ici, comme vous le voyez, la police d'écriture est un peu tremblante. C'est la police d'écriture de base de l'INPI, de l'Institut national de la propriété industrielle, qui reçoit les demandes de marque et qui délivre les titres. Elle va donc afficher ce type de demande avec voilà, cette écriture un peu tremblante pour montrer que c'est une marque verbale, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment aucun élément figuratif. On n'a pas de logo, on n'a pas d'une jolie écriture, on n'a vraiment rien du tout, on a juste le nom, Triumph ou I'm Loving It qui sont protégés tels quels. Et enfin, on a ce que j'ai appelé les marques inhabituelles. C'est évidemment pas l'appellation officielle de l'INPI, c'est moi qui les appelle comme ça. On peut déposer en tant que marque une couleur, un son, une forme en 3D, on peut même déposer en soi une marque de mouvement par exemple. Ce sont plein de marques qui existent officiellement, mais qui sont assez inhabituelles, qu'on ne voit pas très souvent, puisqu'elles sont très difficiles à manier et à utiliser lors d'attaques ou de défense en propriété intellectuelle. Par exemple ici, avec la couleur jaune, je vous ai montré un exemple de post-it, on a ici la couleur jaune qui est protégée dans le domaine de la papeterie par l'entreprise 3M, qui possède du coup la marque post-it, qui donc prétend que dès qu'un consommateur voit la couleur jaune qu'on voit ici, je ne sais même pas quel nom elle porte cette couleur, automatiquement on pense à la papeterie et on pense à 3M, on pense à post-it. C'est un peu l'objectif de ce type de marque-là. Néanmoins, pour la défendre et pour venir attaquer quelqu'un avec, pour venir s'opposer à quelqu'un, un concurrent qui vient utiliser ce même type de couleur-là, il faut que je sois capable de prouver que dans ce domaine-là, quand on voit cette couleur-là, on pense automatiquement à moi. Donc, selon la taille de l'entreprise, ça peut être parfois un peu compliqué à mettre en place comme procédure. C'est bon jusqu'ici? Alors, on attaque un peu le vif du sujet avec la marque. Qu'est-ce que c'est qu'une marque? Une marque, c'est avant tout, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais j'insiste beaucoup là-dessus, c'est un titre de propriété industrielle octroyé par l'État, donc, via l'INPI, qui vous donne une protection, mais qui la donne surtout au premier déposant. C'est-à-dire que si maintenant, parmi nous, il y a deux entreprises concurrentes qui veulent déposer le même nom ou le même logo, disons le même signe distinctif, la personne qui la dépose en premier va avoir l'antériorité et pourra s'opposer à ce que la deuxième vienne déposer la même chose. Voilà, vraiment premier arrivé, premier servi. Cette protection, elle est limitée à un territoire donné. C'est-à-dire qu'une marque française, par exemple, n'a d'effet qu'en France. Une marque allemande n'a d'effet qu'en Allemagne. Une marque européenne n'a d'effet que sur tous les pays de l'Union européenne. Donc si maintenant, alors moi qui suis à Strasbourg, l'exemple est assez parlant, si maintenant je dépose, je sais pas, voilà, je dépose Unilever en marque française, si un concurrent veut exploiter Unilever, ben, il peut traverser le Rhin, il va se poser à Kiel, et il peut exploiter Unilever dans le même domaine que moi. Il aura le droit de le faire puisque ma marque n'a d'effet qu'en France. Néanmoins, le jour où il met un pied en France, en communiquant
ou en vendant ou en produisant avec le nom Unilever, je peux m'y opposer puisque cela constitue une contrefaçon de ma marque que j'ai déposée avant lui. D'accord? La marque me donne un monopole d'exploitation commerciale. C'est très important. Donc, c'est un droit d'interdire. En déposant une marque sur un signe distinctif, je prétends être le seul à pouvoir exploiter ce signe distinctif, donc nom ou logo, dans mon domaine d'exploitation. Et quiconque arrive après moi, je peux m'y opposer. Ce monopole d'exploitation, il vaut pendant 10 ans, renouvelable indéfiniment. Par renouvelable indéfiniment, j'entends que si tous les 10 ans au sein de votre entreprise, ou vous-même, hein, si vous êtes auto-entrepreneur ou en tant que personne physique, vous pensez à renouveler cette marque-là, la marque est entre guillemets immortelle. Tous les 10 ans, je vais la renouveler et puis ça peut durer des centaines d'années. Bon, je l'ai bien dit, hein, l'objectif, c'est d'empêcher quiconque d'utiliser un signe à l'identique ou proche de celui déposé. J'incite sous le ou proche. Hein, alors là, c'est un peu le moment où je cherche des exemples tirés par les cheveux, mais reprenons l'exemple de Unilever ici. Si je dépose Unilever tel que c'est écrit ici, je peux m'opposer à ce qu'un tiers vienne exploiter, par exemple, Unilever avec un Y au lieu du I, ou Unilever avec 2 L, ou Unilevers avec un S à la fin, par exemple, ou même Onilevers, Anilever, etc., etc. Dès que je juge qu'il y a un risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre la marque que j'ai déposée et l'exploitation d'un nom de la part d'un tiers, ou même le dépôt d'une marque de la part d'un tiers, qui est proche de ma marque, je peux essayer de m'y opposer. C'est vraiment l'élément phare dans le droit des marques, c'est le risque de confusion. Typiquement, en déposant Unilever, dans mon domaine d'exploitation, mettons, je sais pas, voilà, je vends des gourdes et je vais déposer Unilever, j'aurai très peu de difficultés à prouver face à un juge qu'entre Unilever avec un I et Unilever avec un Y, mon concurrent, eh bien, il y a un risque de confusion. Si je mets un consommateur entre ma gourde Unilever avec un I et la gourde du concurrent Unilever avec un Y, c'est assez évident que des consommateurs vont pouvoir se tromper et acheter son produit en pensant acheter le mien. Et c'est là toute l'utilité de la marque, de pouvoir empêcher le concurrent d'utiliser Unilever avec un Y et de lui dire, vous changez de nom, parce que ce nom-là, il va créer un risque de confusion dans l'esprit de nos consommateurs, donc je ne suis pas d'accord, car j'ai déposé une marque avant vous. C'est tout l'esprit même du dépôt de marque. Alors, la marque, évidemment, comme je vous le disais, est un titre de propriété industrielle qui est octroyé par l'État à travers l'INPI. Pour ce faire, évidemment, il faut que je respecte certains critères. Le premier critère, c'est ce qu'on appelle le critère de distinctivité. Ce critère-là nous dit que pour être valide, ma demande de marque, ma marque, ne doit pas être descriptive ou générique. On dit en soi qu'elle doit être distinctive. Alors, dans le prochain exemple là, vous allez vite comprendre pourquoi mon domaine à moi, c'est plutôt la propriété intellectuelle et pas le design, parce que j'ai dû inventer une fausse marque, vous jugerez, qui est la suivante. Imaginons que nous, tous ensemble, là, sur ce webinaire, on soit tous concurrents dans le domaine de l'ameublement. On est dans le domaine de l'ameublement et on vend tous des chaises de toutes les couleurs, hein, des chaises de bureau, des chaises de jardin, des chaises pour la cuisine, etc. Bref. Et moi, je suis un petit malin et je vais aller à l'INPI et je vais déposer la marque suivante, la chaise rouge, avec un super logo, comme vous le voyez, hein, qui est net autre que des chaises rouges. Voilà. Je dépose ça dans le domaine de la chaise, évidemment, de l'ameublement en général, mais surtout de la chaise. Imaginons que l'INPI m'octroie cette marque-là. Très peu de chance, mais imaginons, hein, voilà, l'INPI m'octroie cette marque-là et me donne donc un monopole d'exploitation sur ce signe distinctif-là. Si l'INPI m'octroie cette marque-là, ça veut dire que le lendemain, je peux tous vous rassembler dans une même pièce et dire, voilà, on est concurrents, bon, ben, super. Par contre, maintenant, si je vous attrape en train d'utiliser un signe distinctif qui est proche phonétiquement ou intellectuellement de la chaise rouge, j'attaque en justice, c'est une contrefaçon. J'aimerais bien voir votre tête au moment où vous allez réaliser que vous allez devoir vendre des chaises sans les appeler vraiment chaises. Même si ce serait une chaise noire, une chaise bleue, une chaise de quelque couleur que je sache, ou si vous commencez à mettre des logos de chaises dans vos communications. Évidemment, vous en rendez bien compte, c'est anticoncurrentiel. Et c'est la raison pour laquelle ce type de marques-là, qui sont descriptives de leur domaine d'activité, ne sont pas acceptées en tant que marque. C'est pour vraiment préserver la libre concurrence. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que on a vraiment deux domaines qui sont un peu en contradiction. Je ne sais pas si parmi les gens qui m'écoutent, il y a des gens dans le domaine de la communication ou du marketing, mais le marketing ou la communication va avoir tendance à vous dire c'est super, il nous faut un nom qui soit très évocateur de ce qu'on vend. Donc typiquement, ma marque, là, la chaise rouge pour vendre des chaises qui sont, devinez quoi, rouges, ben, ça marche bien parce que mon client, il va tout de suite voir ce que je vends, il va automatiquement connecter mon nom d'entreprise, mon produit de service, à l'objet que je vais vendre. Donc c'est super. La propriété intellectuelle, va vous dire l'inverse, va vous dire que justement,
ce type de marque-là, ce type de nom commercial-là pour vendre vos produits, il n'est pas top parce que justement, il n'est pas protégeable parce qu'il est descriptif. Donc en général, les marques qui vont avoir une grande force, ce sont en fait les marques qui ne veulent pas dire grand-chose. Les marques qui ne sont pas vraiment évocatrices de leur produit ou service d'emblée, mais qui le deviennent justement à force de travail et à force de travailler sur la notoriété, notamment, je ne sais pas moi, par exemple, un autre exemple que je prends comme ça de mon chapeau, Yuka, l'application qu'on connaît tous sans doute, Yuka, qui est une application qui va vous aider à identifier les produits cosmétiques, mais aussi les produits alimentaires. Yuka ne veut rien dire. Mais pourtant, aujourd'hui, on dit Yuka, on pense automatiquement à une application, on pense aux produits, voir si c'est des produits qui sont bons pour la santé, etc. C'est une marque qui est forte, puisque c'est une marque qui ne veut rien dire. Yuka ne veut rien dire. Pareil avec, je sais pas moi, Adidas, avec peut-être Nike, etc. Bon, qui peut-être derrière pourront vous montrer qu'ils ont une espèce de légende, que Nike vient de la déesse Athéna, etc. Ok, mais en soi, Nike ne veut rien dire par rapport aux vêtements de sport. D'accord ? Second critère, le critère de licéité. De base, certains signes sont exclus du droit des marques. On ne peut pas déposer certains signes comme marque, comme par exemple les signes officiels. Voilà, on a ici par exemple le signe des pharmacies, les drapeaux officiels des différents pays. On a le signe également olympique, qui est clairement d'actualité en ce moment. Tous les 2 ans ou même constamment, au final, le CIO, le Comité international olympique, est vraiment sur les dents pour aller attraper les petits malins qui vont faire des contrefaçons de jogging, de vestes de sport, etc. avec ce logo ou un logo proche de celui-ci. Ils vont vraiment lutter très fortement sur la défense de leur marque ici. Et également, par exemple, un signe comme celui de la République française. Ce sont des signes qui sont exclus du droit des marques. Pardon, j'ai dit avant que le CIO défendait sa marque, mais ça, ce n'est pas une marque. C'est juste vraiment exclu du droit des marques. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de communiquer, par exemple, en mettant le bleu, blanc, rouge dedans. Évidemment pas en mode drapeau, mais en mettant du bleu, du blanc et du rouge pour évoquer le drapeau français. Ça veut surtout dire que je ne peux pas prétendre être le seul à le faire. Donc, je ne peux pas m'approprier le drapeau français ou le drapeau olympique ou la République française. Une marque ne peut également pas être contraire à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs, ni inclure de messages racistes ou obscènes. Alors là, bon, j'ai très peu d'exemples évidemment, mais si je me mets à vouloir déposer des marques sur des insultes, par exemple, je ne vais pas pouvoir le faire, ça va être une marque qui va être refusée. Par exemple, par rapport aux bonnes mœurs, ce qui est intéressant, c'est que ces bonnes mœurs-là évoluent. Les bonnes mœurs des années 1920 sont différentes de celles d'aujourd'hui, par exemple. Typiquement, des marques qui ont des petits soucis, mais qui commencent un peu à se mettre tout doucement au goût du jour, ce sont les marques qui vont communiquer sur le cannabis. Puisqu'aujourd'hui, vous connaissez peut-être le marché du CBD, qui est une molécule légale par rapport au cannabis, qui est un peu différente, mais qui va communiquer de plus en plus avec l'image de la fleur du cannabis, qui est une fleur spécifique avec je ne sais plus combien de branches, etc., mais qui est très évocatrice, qui jusque-là était constamment refusée, qui commencent un peu aujourd'hui qui sont quand même un peu refusés des fois, mais qui sont quand même un peu remises au goût du jour. Idem, par exemple, pour les produits de contraception. Voilà, les préservatifs, par exemple, il fut un temps, étaient considérés comme contraires aux bonnes mœurs. À l'époque, les marques concernant le préservatif étaient refusées. Maintenant, évidemment, on le sait tous qu'ils sont beaucoup plus acceptés et que ce n'est plus contraire aux bonnes mœurs, le moyen de contraception. Autre exemple, et voilà, j'ai mis ça pour petit message rigolo. Autre exemple, suite aux malheureux événements des attentats en 2015, les marques Je suis Charlie et Pray for Paris ont été refusées. L'INPI a décidé que ces marques-là sont refusées et ne peuvent pas être protégeables. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que demain, je n'ai pas le droit de lancer une ligne de vêtements avec écrit Je suis Charlie dessus. Ça veut notamment dire que je n'ai pas le droit de prétendre être le seul à le faire. Et donc, je ne peux pas déposer Je suis Charlie en tant que marque. L'objectif, pour l'INPI et pour l'État, du coup, à travers l'INPI, c'est de dire que ces appellations-là appartiennent à tout le monde. Ce sont des appellations qui sont voilà, dans le domaine public et donc tout le monde peut les exploiter. Le dernier critère de validité d'une marque, c'est le fait d'être non déceptif. Par là, on entend que une marque ne peut pas comporter un signe trompeur sur la provenance géographique du produit ou du service, Made in France ou, je sais pas moi, les montres suisses alors que je les fabrique en Pologne, des choses comme ça, sur la qualité du produit et service, prétendre que le produit est bio alors qu'il ne l'est pas, ou le produit est frais alors qu'il ne l'est pas, ou le produit est par exemple, je sais pas, vegan alors qu'il ne l'est pas, et ensuite sur la nature du produit et service. Je n'ai même pas d'exemple qui me viennent en tête, mais venir en soi mentir au consommateur en déposant une marque est bien évidemment interdit. Donc, jusque-là, petit récapitulatif.
On a listé ensemble les critères de validité d'une marque, et ces critères de validité sont les suivants. La distinctivité, les signes non exclus, respecter l'ordre public évidemment, et le fait de ne pas avoir d'éléments trompeurs dans la marque. Ceux-ci sont les 4 critères de validité que l'INPI vérifie lorsque vous faites une demande de marque. Alors, quand je vous dis ça, c'est la vérité, évidemment, mais il y a quelque chose qui devrait un peu vous choquer, quelque chose qui manque et qui devrait un peu vous interpeller ici. Qu'est-ce que c'est? J'en profite pour boire une gorgée. Alors, l'élément ici qui manque, et qui devrait peut-être vous faire tiquer, pour certains d'entre vous, c'est la disponibilité. Puisqu'aujourd'hui, si on reprend les 4 critères ici, aujourd'hui, si j'ai un petit peu de temps et d'argent à perdre, je peux ce soir me mettre à mon ordinateur et faire une demande de marque pour protéger, je ne sais pas moi, Twitter. Je vais protéger Twitter dans le domaine du réseau social, par exemple. Je fais un réseau social qui s'appelle Twitter. Je ne sais pas si vous connaissez, ça existe déjà. Ils vont regarder quoi? C'est distinctif. Oui, Twitter ne veut rien dire par rapport aux réseaux sociaux, c'est pas descriptif. Je ne peux pas mettre de signe exclu. Donc c'est bon aussi, j'ai pas mis de drapeau français, j'ai pas mis quoi que ce soit d'officiel. Je respecte l'ordre public et je ne trompe pas mon consommateur. Donc l'INPI va dire, OK, la demande de marque d'Alexis Martin, elle passe. Même s'il est évident que l'examinateur de la demande de marque à l'INPI, c'est un humain, hein, il connaît Twitter. Tout le monde connaît Twitter et il sait que ça existe déjà et il sait aussi que c'est déjà déposé. Mais bon, il va vérifier les 4 critères, il va dire, OK, bon, bah, pour nous, c'est bon, vous respectez les 4 critères officiels de validité d'une marque, on met le tampon et on passe à l'étape suivante. Qu'est-ce qui va se passer évidemment à l'étape suivante? Ma demande de marque va être publiée. Et évidemment, au bout de ne serait-ce que 2-3 minutes, je vais vite recevoir un appel ou un mail des avocats de chez Twitter qui vont me dire, Monsieur Martin, vous êtes gentil, mais cette demande de marque, ça ne va pas passer, quoi. Ce qui est évident. Donc voilà, la disponibilité, c'est le critère qui n'est pas du tout évalué par l'INPI et qu'il incombe aux déposants de vérifier. C'est-à-dire que c'est à vous-même de vérifier votre disponibilité de marque avant de faire la demande. Donc, comment on fait ça? C'est relativement simple en soi, en théorie. On va sur la base de données de l'INPI, qui est une base gratuite et publique. Hein. Vous tapez Data INPI ou même base de données marque INPI sur Google, vous tombez, c'est le premier lien. Et vous tombez sur cette base de données qui est assez nouvelle, hein, elle a été refaite il y a quelques mois maintenant, qui est très sympa, qui répertorie toutes les dénominations sociales, toutes les marques, tous les brevets et tous les dessins et modèles qui sont déposés. Donc en tapant un nom ici, cette base de données vient me dire si à l'identifier, enfin, comme je l'ai écrit, elle est disponible. Alors, attention là-dessus, c'est pour ça que je dis que c'est facile en théorie. En pratique, c'est un peu plus compliqué, puisque si je reprends mon exemple de Unilever, je vais devoir bien évidemment taper Unilever comme je veux l'exploiter, mais aussi aller vérifier toutes les petites modifications qui sont phonétiques ou qui sont intellectuelles par rapport au nom. Donc, je vais aussi essayer Unilever avec un Y, avec 2 L, avec, je sais pas moi, 2 R à la fin, un S, etc. Bref, voilà, il faut vraiment que je vérifie moi-même toutes les petites modifications phonétiques, histoire d'aller vraiment faire attention à ce que je n'aille pas marcher sur les pieds de quelqu'un qui aurait déposé une marque antérieure à la mienne. Alors, je vous ai mis ici un exemple de ce qu'on appelle une notice de marque. Ça, c'est une notice de marque et c'est le type d'information auquel on peut accéder en tapant un nom, par exemple, sur la base de données. Par exemple, ici, j'ai pris, alors avec le raccord évidemment, hein, même si c'est de données publiques, j'ai pris ici la marque d'une entreprise, d'une petite start-up alsacienne strasbourgeoise qui est ici, qui s'appelle Epopia. Et on va voir ensemble un peu, on va la décortiquer, et on va voir le type d'éléments qu'on peut retrouver là-dessus. Le premier type d'information, c'est la portée de la marque. Ici, on est face à une marque française. Donc, rappelez-vous, hein, une marque française n'a d'effet qu'en France. Ensuite, on a accès au visuel et au type de la marque. Donc là, rappelez-vous aussi, hein, Epopia, on voit un peu la police un peu tremblante de l'INPI. C'est une marque verbale. On n'a pas d'éléments figuratifs, on n'a pas de logo, on n'a pas de police particulière. C'est juste Epopia en toutes lettres. Ensuite, on a un élément très très important qui est la classification de Nice. Nice comme la ville française, hein, qui en fait vient répertorier tous les produits et services existants. En soi, quand on dépose une marque, l'INPI va vous demander sur quels produits et services vous voulez déposer cette marque-là. On va vous demander typiquement voilà, de déclarer tous les produits et tous les services avec lesquels vous allez utiliser cette marque-là. Et votre marque ne sera protégée que, attention très important, que sur les produits et services que vous avez mis dans les classes, que vous avez déclarés, et, donc le mot « et » est super important ici, hein, et que vous exploitez réellement. Donc, il ne s'agit pas d'aller blinder les classes en mettant plein de produits et services et en se disant super, comme ça j'ai une classe hyper large, j'ai une marque hyper large et je vais pouvoir m'opposer à tout le monde avec ma marque. Ça ne marche pas comme ça.
Donc là, voilà, ici, on voit par exemple, Epopia est protégé dans le domaine des DVD, support d'enregistrement, produits de l'imprimerie, jeux, jouets, éducation, formation, divertissement, etc., etc. On voit également d'autres informations concernant le déposant et le mandataire. Le déposant constitue le propriétaire de la marque. Par exemple, lorsque un de nos clients passe par nous pour déposer sa marque, nous, le cabinet Bégéren Poupon, va figurer en tant que mandataire. Le déposant, notre client, le propriétaire de la marque, donc notre client, va figurer en tant que déposant ici. Donc ici, on voit que créer à lettre SAS, donc la dénomination sociale qui exploite le nom, la marque Epopia, est déposante et a déposé eux-mêmes leur marque. On a également évidemment le statut avec la date de dépôt. La date de dépôt est intéressante puisqu'elle me montre aussi quand est-ce que cette marque va expirer. Si maintenant la personne qui a déposé la marque oublie de renouveler la marque, et ben typiquement, voilà, on a la date pardon, est à l'envers, le 11 juillet 2016, donc ça nous fait le 11 juillet 2026. Cette marque tombe dans le domaine public et si elle n'est pas renouvelée par le titulaire, donc par créer à lettre SAS, je peux la reprendre ou je peux l'utiliser si je le veux. Alors, petit topo sur la classification de Nice. Cette classification me permet d'avoir ce genre de choses. À ma droite, j'ai Montblanc, une marque qui fait des produits de luxe, qui fait des stylos de luxe, qui fait des montres de luxe. Et à ma gauche, j'ai Montblanc, qui fait des produits alimentaires, des crèmes dessert notamment. Vous le voyez, hein, phonétiquement, c'est le même nom. Montblanc et Montblanc, c'est pareil. Mais comme le dit ici en dessous James Franco, c'est pareil, mais en différent. Parce que du coup, ces deux marques sont déposées sur des classes totalement différentes. Rappelez-vous, au tout début, je vous ai dit l'élément vraiment très important dans le droit des marques, c'est le risque de confusion. Et justement, ici, grâce à la classification de Nice qu'ils ont déclarée, eh bien, on a deux marques qui peuvent être pareilles, mais qui peuvent cohabiter parce que, justement, leurs classes sont tellement différentes qu'il n'y a aucun risque de confusion. Typiquement, si on imaginait un supermarché un peu bizarre, où à ma droite, dans les rayons, j'ai des montres de luxe et des stylos de luxe, et à ma gauche, j'ai des produits alimentaires, des crèmes dessert, je ne connais pas beaucoup de consommateurs qui se diraient « Ah, c'est la même marque qui fait les deux choses parce que c'est proche ». Alors que si maintenant Montblanc à ma gauche ici venait pour une raison de communication ou pour je ne sais quoi, un marketing, venait faire des montres en plastique, et ben Montblanc à ma droite ici pourrait s'y opposer en disant bah écoutez non, si vous faites des montres en plastique, les gens vont commencer à nous confondre parce qu'ils vont commencer à se dire ah Montblanc, la marque de luxe, ils font du low cost, maintenant ils font aussi du plastique. D'accord. Pareil si pour une raison farfelue, la marque de luxe ici venait à faire des offres, ce serait pareil par exemple. Je vous avais prévenu, hein, c'est des exemples un peu tirés par les cheveux, mais c'est évocateur. Alexis, Ok. Alexis, je me permets de vous Oui. couper, il y a une question d'Anne sur la base de l'INPI, sur la database. L'onglet Oui. entreprise et marque sont deux éléments bien différents? C'est une question. Oui, exactement. En fait, l'onglet entreprise est ici pour vous montrer les dénominations sociales qui existent. Vous pouvez aussi accéder à certaines informations comme par exemple le capital social, je crois de mémoire, la personne qui a créé l'entreprise, la boîte postale qui est déclarée comme siège de l'entreprise. Donc oui, c'est vraiment distinct entre dénomination sociale et marque. Typiquement, une entreprise qui est juste créée, qui a une dénomination sociale mais qui n'a pas déposé de marque, va figurer uniquement dans l'onglet entreprise, mais pas dans l'onglet marque. Alors, Okay, merci Karim. Problématique de dépôt au niveau de la marque, ça va être avant tout le libellé des classes. Ce libellé est vraiment primordial pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il ne faut pas faire de classe trop large. J'ai commencé à vous en parler avant. Très souvent, je vois des personnes qui déposent leur marque eux-mêmes, ce qui est faisable, hein, mais qui ont parfois le réflexe de se dire, vu que je paye en fonction du nombre de classes, eh bien, je vais en profiter. Voilà, j'ai payé toute la classe, je vais mettre toute la classe. Néanmoins, il existe des classes qui sont quand même très très larges, hein. Par exemple, de mémoire, il me semble que la classe 45, elle a vraiment des produits et services qui sont totalement différents. On passe du service pour les crèches au service de pompes funèbres, au service de conseil en propriété intellectuelle. Donc, une entreprise qui mettrait toute la classe prétendrait, aux yeux des autres, faire tous ces produits et services-là. Il est évident qu'aucune entreprise ne fait ça, ce serait vraiment très bizarre. Mais en soi, si maintenant je mets trop de produits et services dans mes classes, eh bien, je peux créer un risque qui est celui d'empiéter sur une marque antérieure qui, eux, justement, font ces choses-là. Je reprends mon exemple, voilà, je crée un service de crèche, ou même, non, je reste dans mon exemple à moi, je crée un service de conseil en propriété intellectuelle. Voilà, je crée mon cabinet, je dépose ma marque, et bon, le fameux proverbe des cordonniers mal chaussés, hein, je dépose mal ma marque, et je mets toute la classe.
Si maintenant, un tiers qui a déposé sa marque avant moi et qui fait du service de crèche, par exemple, ou du service de pompe funèbre, voit ma demande de marque arriver, et ben, il va pouvoir s'y opposer en disant, bah non, regardez, vous avez inséré dans vos classes des produits et services qui me concernent, pour lesquels, par rapport à nos deux marques, il y a un risque de confusion, donc je m'oppose à votre dépôt de marque. Second risque, faire des classes trop étroites. Voilà, je suis boulanger. Je suis boulanger, donc évidemment, ouais, je fais du pain, bien sûr. Je fais du pain, je fais aussi de la pâtisserie. Donc, dans ma marque, je vais mettre boulangerie, pâtisserie. Voilà, je vais juste mettre ça parce que effectivement, c'est ce que je fais. Mais j'ai pas vraiment pas bien analysé mon domaine. J'ai oublié qu'au final, je fais aussi de la livraison. Je fais aussi des cours de cuisine le week-end. Hein. J'apprends à mes clients à faire leur propre baguette ou leur propre pâtisserie. Et je fais aussi de la formation. Parce qu'à côté, voilà, j'ai créé une école de cuisine ou une école de boulangerie où je vais former les apprentis. Et voilà, j'ai vraiment créé ça. C'est un nouveau service que je vais proposer. Bah, typiquement, là, j'ai créé une marque qui concerne uniquement et qui protège uniquement mes produits de boulangerie et de pâtisserie. Tous les autres services que je viens de citer, hein, donc la livraison, la formation, etc., n'est pas concerné, donc ne sont pas protégés. Et un concurrent qui un jour voudrait créer une école de formation dans le domaine de la formation, peut-être même pas de la cuisine, mais peut-être aussi, hein, pourrait exploiter le même nom que moi parce que je ne l'ai pas inséré dans mes classes. Et enfin, autre piège, constituer un libellé de classe trop statique, c'est-à-dire ne pas prendre en compte des développements de produits ou du logo à court terme. Lorsque vous faites une demande de marque, une fois qu'elle est lancée, celle-ci, elle est gravée dans le marbre. Vous ne pouvez plus la modifier. Vous ne pouvez plus appeler l'INPI et dire « Ah, j'avais oublié, mais en fait, j'ai déposé ma demande de marque il y a 2 mois, mais j'avais oublié qu'en fait, là, j'ai mon graphiste qui m'a donné une nouvelle version du logo qui est super. Elle est un peu différente parce que voilà, c'est plus un carré, c'est un rond, il est plus rouge, il est bleu, et puis je ne sais plus quoi, bref. Ça a changé. Du coup, est-ce que je peux modifier ma marque et venir insérer ma nouvelle version, ma V2 de mon logo dans ma marque? Eh bien, l'INPI, à ce moment-là, va vous répondre, ben, désolé, mais non, il va falloir que vous redéposiez une marque. Vous devez refaire un dépôt et repayer une taxe et refaire vraiment toute la démarche. Donc, attention lorsque vous déposez une marque à vous projeter à court terme, c'est-à-dire à se demander, est-ce que ce que je vais déposer, donc le nom et le logo par exemple, est durable à court terme, moyen terme, voilà, au moins pour l'année ou les 2 années qui suivent. En général, le nom, évidemment, on change assez rarement de nom. L'entreprise, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Par contre, le logo, ça peut arriver qu'au bout d'un an, on change de logo. Donc, mon conseil, lorsqu'on va déposer une marque, ça va toujours être de dire, soyez sûr d'avoir testé votre logo, de l'avoir un peu montré à vos clients, de l'avoir testé sur différents supports, par exemple, sur votre site Internet, sur votre communication papier, etc., etc., pour être sûr qu'une fois que vous avez déposé la marque, eh bien, elle soit durable dans le temps. Même chose, si on vient développer des nouveaux produits ou des nouveaux services. Quand je vois des clients qui me disent, voilà, nous, je fais de la boulangerie et de la pâtisserie, mais si tout va bien, dans 6 mois, on va ouvrir une école de formation dans la boulangerie. Là, je dis, voilà, on va déjà insérer dès maintenant dans la marque l'école de boulangerie, alors qu'effectivement, on ne la fait pas à l'instant T. Mais si vous êtes sûr et certain que dans 6 mois, si tout va bien, vous allez développer ça, eh bien, on va quand même l'insérer dedans. Voilà, c'est ce que je disais, hein, une fois votre dépôt effectué, il n'est plus modifiable. Toute erreur vous force à redéposer. Alors, petite question également qu'on me pose souvent, c'est pourquoi déposer une marque? Certaines entreprises n'ont parfois pas intérêt vraiment à déposer une marque. Je reprends mon exemple du boulanger. Hein. Si on me dit, voilà, je suis boulanger et moi, vraiment, je fais juste du pain, voilà, je suis boulanger classique, mon cœur de métier, c'est faire de la boulangerie. Et mon marché à moi, c'est voilà, c'est le sud-est de Strasbourg, c'est tout. C'est un gros quartier, voilà, c'est juste ça, le sud-est. Je suis au Neudorf, je m'appelle Boulangerie Martin. En soi, je m'en fiche si une autre boulangerie Martin vient d'être créée à Paris ou à Marseille. Parce que je sais pas vous, mais moi, je connais pas beaucoup de consommateurs qui hésitent le matin en se levant à se dire, bon, est-ce que je vais acheter ma baguette à Paris ou à Strasbourg? En général, c'est des marchés qui sont quand même très limités, très locaux. Et du coup, à ce moment-là, je dis souvent, voilà, bah, si maintenant votre marché est très local et que vous vous en fichez un peu de partager votre nom avec d'autres entreprises qui sont un peu plus loin de chez vous, ça vaut peut-être pas le coup de déposer une marque. Néanmoins, la première des raisons pour laquelle on dépose une marque, évidemment, c'est vraiment le cœur de métier et la raison primaire d'existence de la marque, c'est la protection. C'est évidemment faire en sorte que, de un, personne ne vienne m'empêcher d'exploiter avec mon nom, et de deux, personne ne vienne prendre le même nom que moi. Seconde raison de déposer une marque, un signal d'innovation.
pour les startups ou les PME hein, qui sont parfois en recherche d'investisseurs. Typiquement, déposer une marque et montrer que le nom qu'on exploite et le nom sur lequel on capitalise au quotidien pour atteindre les clients est déposé et sécurisé, c'est clairement un signal d'innovation et de sécurité. Ensuite, on a une raison un peu plus comptable et financière, qui est que une marque, et la propriété intellectuelle en général, est ce qu'on appelle du capital immatériel et vient donc renforcer le bilan d'entreprise. C'est-à-dire qu'une marque aujourd'hui, quand vous la déposez, eh ben, elle vaudra comptablement le prix que vous avez dû débourser pour la déposer. Voilà. Mais au fur et à mesure que vous allez commencer à travailler dessus, à gagner en notoriété, cette marque-là va gagner en valeur. J'accompagne régulièrement des startups qui, au bout de 4-5 ans, voilà, trouvent des investisseurs et sont revendus. Et typiquement, alors je ne peux pas vous dire le nom, évidemment, parce que c'est confidentiel, mais une marque que je connais, que j'ai aidé à déposer il y a 4 ans, voilà, qui vaut juste quelques centaines d'euros quand on la dépose, ils l'ont revendu maintenant 100 000 euros. Donc on voit comme investissement, évidemment, voilà, quand ils sont venus voir l'investisseur, ils ont dit voilà, ça c'est notre nom, notre logo. Les deux sont protégés. Ce nom est connu par X milliers de personnes ou X millions de consommateurs sur tel domaine. C'est un marché qui vaut X millions d'euros. Nos réseaux sociaux, on a des likes, on a des followers, etc. Donc voilà, on a vraiment construit sur une communauté et une notoriété qui fait que notre marque aujourd'hui, elle ne vaut pas juste quelques centaines d'euros, elle vaut des centaines de milliers d'euros selon nous parce qu'on arrive à atteindre beaucoup de consommateurs et beaucoup de clients grâce à ça. Donc on vient vraiment faire gonfler la valorisation de la marque en même temps que l'entreprise. Et enfin, la valorisation de cette marque-là, évidemment, via des licences, des franchises. C'est-à-dire qu'une marque, lorsque je la dépose, donc je peux utiliser la force de la protection, c'est-à-dire empêcher quiconque d'utiliser le même nom, ou je peux au contraire m'ouvrir et aller voir des concurrents et leur dire, bah, écoutez, je vois que vous aimez bien notre logo, vous aimez bien notre nom-là, puisque vous le copiez, vous êtes proche de nous. Et bien maintenant, si vous voulez, je vais vous accorder une licence. Vous allez continuer à exploiter ce nom-là, mais en échange, vous nous versez X% de ce que vous vendez, ou de votre chiffre d'affaires, ou de tel produit, etc., etc. Ou alors, je vais aller aborder d'autres gens, je vais leur dire, voilà, si vous voulez ouvrir des boulangeries comme moi, avec l'école de boulangerie, etc., eh bien, OK, mais vous allez devoir respecter notre marque, notre charte, tout notre cahier des charges de franchise, et en échange, vous aurez une licence sur notre marque-là, et vous aurez le droit d'utiliser tel logo ou tel nom. D'accord? Donc ça, c'est un peu les 4 raisons non exhaustives, mais les 4 raisons qui sont mises en avant pour le dépôt d'une marque. Et enfin, notre accompagnement, pour rejoindre un peu l'accompagnement du cabinet Blé Girard Poupon, nous fonctionnons toujours avec un premier entretien qui est gratuit et qui est ici pour identifier la stratégie adéquate. C'est mon travail à moi. Et je viens un peu voir les gens en leur disant, voilà, ben, présentez-moi ce que vous faites, présentez-moi votre projet, votre entreprise, et je vais vous montrer comment on va insérer de la propriété intellectuelle à tels endroits. On peut protéger ça, on peut déposer ça, on peut faire ça. Ce sont toujours que des possibilités. Hein. La propriété intellectuelle, c'est pas une règle, comment dire, c'est pas une règle toute tracée. Il n'existe pas une seule façon de faire la propriété intellectuelle. C'est toujours de la stratégie qui va s'adapter à l'entreprise, au chef d'entreprise évidemment, mais aussi au budget bien évidemment, au timing, etc. Voilà. Le Covid et malheureusement les déboires actuels politiques et diplomatiques nous montrent que bah, parfois il faut un peu savoir se mouvoir et savoir s'adapter. Donc nos différents services en termes de marque sont le premier, c'est la recherche d'antériorité. C'est-à-dire que nous proposons à nos clients de déterminer la disponibilité de leur marque à la fois en France, mais aussi à l'international. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vous dire ce nom-là que vous avez trouvé, que vous voulez protéger ou que vous voulez exploiter, il est sécurisé. Voilà, tout va bien. Parce qu'en fait, le danger numéro 1, c'est pas tant que quelqu'un s'oppose à votre dépôt de marque. Si vous faites une demande de marque et quelqu'un s'y oppose, bon, vous avez quand même perdu le montant que vous avez mis pour déposer la marque, vous avez perdu quelques centaines d'euros. C'est un peu embêtant, certes, mais c'est pas si grave. Le plus grave, c'est quoi? C'est vous déposez une marque. La personne qui a une marque antérieure à vous ne vous voit pas, parce qu'elle ne fait pas une veille régulière, donc elle ne fait pas une surveillance. Elle n'a pas mis en place de surveillance, donc elle ne vous voit pas. Bon, ben, vous continuez à exploiter pendant 1 an, 2 ans, vous gagnez en notoriété, parce que vous faites bien votre boulot, vous avez une image de marque qui commence à s'implanter, et tout d'un coup, ben, le concurrent antérieur vous voit. Il vous voit, il fait mais c'est qui ces gens-là? C'est qui Martin et SARL qui sont à Marseille? Moi, je suis à Strasbourg. Je les connaissais pas avant, mais j'ai de plus en plus de clients qui viennent me voir en me disant ah, vous avez une succursale à Marseille, c'est sympa, on les a vus ou on a acheté un produit chez eux. Bon, le produit était pas top, etc. On n'est pas très content. Bon. Au bout d'un moment, je vais identifier ça. Ben, je vais pouvoir aller voir l'entreprise et leur dire je vois que vous avez déposé une marque en 2021, par exemple. Manque de bol pour vous. Moi, j'avais déposé la mienne en 2017. Voilà, ça fait 4 ans avant. Donc, je ne vais pas faire du procès, on ne va pas tout de suite y aller en frontal, on ne va pas commencer à sortir les avocats et tout. Personne n'est là pour ça. Je vais juste vous demander de changer de nom.
Et du coup, je suis en face d'une entreprise qui exploite depuis 1 an ou 2 un nom et je vais lui demander de changer de nom. Et c'est ça la vraie catastrophe. C'est qu'en fait, j'ai commencé à capitaliser sur un nom ou sur un logo. Je me suis fait connaître de mes clients et tout d'un coup, je dois changer de nom. Et surtout, je dois changer de nom, non pas pour des raisons marketing, mais pour des raisons de contrefaçon. Donc c'est un peu compliqué parfois qu'on va voir nos clients et qu'on dit maintenant on s'appelle plus Martin, on s'appelle Dupont. Et surtout, il va falloir commencer à trouver une raison et à arrondir un peu les angles et pas leur dire bah, en fait on était en train de copier notre entreprise sans le savoir, on n'a pas fait attention et du coup on change de nom. Ça c'est un peu le danger numéro 1 en termes de droit des marques. Et c'est la raison pour laquelle, avant d'exploiter un nom ou de déposer une marque, il est très important de passer par cette case-là de recherche d'antériorité. La seconde étape, elle est évidente, c'est celui du dépôt de la marque. Ici, le cabinet Blay-Gérard-Poupon va vous concevoir un libellé qui est adapté. Donc, on va analyser dans les moindres détails votre domaine d'exploitation. Je reprends l'exemple tiré par les cheveux que j'ai inventé juste avant. On va demander à la boulangerie, voilà, certes, vous faites du pain, vous faites des pâtisseries, d'accord, mais qu'est-ce que vous faites Voilà, vous allez livrer le pain, vous allez former des apprentis, vous allez communiquer, etc., etc. Donc, on va vraiment mettre tous ces produits et tous ces services dans votre libellé, puis déposer la marque pour vous et ensuite la gérer pour vous. Je vous avais dit au début qu'une marque est valable pendant 10 ans. Ça veut dire que tous les 10 ans, 10 ans c'est long quand même, tous les 10 ans, il faut penser à la renouveler. Il faut savoir que l'INPI, au bout de 9 ans et demi, vous envoie un mail, un seul mail ou une lettre. Si vous avez changé d'adresse mail, vous avez changé d'adresse postale, c'est fini. L'INPI ne vous court pas après. Si vous manquez ce courrier-là, la marque, elle tombe dans le domaine public. J'ai régulièrement vu des entreprises qui ont perdu une marque à cause de ça, puisqu'ils ont oublié de la renouveler. Ils ont oublié pendant 1 an ou 2. Hein. Donc, au bout d'1 an ou 2, ils viennent nous voir avec un nouveau projet. Et c'est moi qui leur annonce, par contre, votre nom d'entreprise, votre marque, on appelle ça la marque ombrelle un peu, la marque chapeau, elle n'est pas protégée. Alors là, souvent, les gens deviennent tout verts et réalisent qu'en fait, ils ont oublié de la renouveler il y a 2 ans. Donc, c'est un peu notre job à nous aussi, en tant que cabinet de conseil, de venir vous dire, attention, dans 6 mois, cette marque tombe dans le domaine public. Est-ce qu'on la renouvelle ou pas? Et enfin, la troisième étape, une fois que le dépôt est fait, la surveillance. La surveillance de la marque est aussi très importante puisque c'est bien beau de se protéger, c'est bien beau de venir se fabriquer un joli bouclier en déposant la marque, d'accord. Ensuite, il faut l'utiliser cette marque. Le but, c'est pas de déposer pour déposer, c'est vraiment de déposer pour valoriser. Donc, on surveille le marché, on surveille les demandes de marque, et si on détecte une nouvelle marque qui est proche de nous et pour laquelle nous, on juge qu'il y a un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, eh bien, on va s'y opposer. On va contacter ce tiers-là et on va leur dire désolé pour vous, nous on a déjà déposé cette marque-là, donc je vais vous demander gentiment de changer de nom. Donc voilà, ça ce sont les trois types de services que l'on propose. J'en ai fini pour ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? J'ai été assez clair. Merci Alexis pour cette présentation. Ouais, je pense que c'était clair, mais n'hésitez quand même pas à poser vos questions. Il Voilà, est là si pour ça. maintenant des questions, alors si vous êtes un peu timide et que vous n'osez pas, je comprends, ou que, ou que des questions vous reviennent, ou que vous avez des questions concernant notre accompagnement, ou juste des demandes de conseils, n'hésitez pas, je vous ai mis ici mon adresse mail, n'hésitez pas à l'utiliser pour qu'on puisse se prendre un rendez-vous, soit de visu, soit par téléphone. On est là pour ça, on est là pour vous sensibiliser à la propriété intellectuelle, à ce que c'est et comment l'appliquer à votre entreprise ou à votre projet. Donc vraiment, n'hésitez pas. On peut préciser aussi qu'on pourra partager la présentation, Alexis? Oui, bien sûr. Oui, oui, je vous la Ok. partagerai. Ouais, donc je vous l'enverrai, en même temps que le replay du webinaire. Moi, j'ai une ou deux questions Oui. sur la recherche d'antériorité. Est-ce que vous pouvez donner un ordre d'idée du coût d'une recherche Alors, d'antériorité? en termes de recherche d'antériorité, donc je peux donner une fourchette puisque ça va dépendre à la fois du type de recherche, donc des recherches qui sont soit à l'identique, soit similaires ou soit approfondies, et ça va également dépendre du nombre de classes de la marque. Mais pour une recherche d'antériorité basique, on est aux environs, comme dit, c'est une fourchette une fois de plus, hein, mais on est aux environs des entre 300 et 500 euros environ. Ok, merci. On a une question d'Inès. Si on dépose une marque logo, par exemple, peut-on par la suite faire un autre dépôt en cas d'évolution, avec un effet sonore, par exemple?
Exactement. Exactement, vous pouvez, et c'est même conseillé au final de venir déposer un premier logo et ensuite de venir étoffer ce portefeuille de marque en déposant plusieurs choses. Typiquement, moi, ce que je conseille quand je vois des gens qui sont vraiment en amont dans leur projet et qui me disent, voilà, le nom, souvent on l'a tout de suite le nom, évidemment, et le logo, il suit. Le logo, il suit parce que on passe par un graphiste ou alors par une connaissance qui nous fait le logo. Lorsqu'il suit et que les gens sont pressés ou ont un peu peur parfois de se faire piquer le nom ou des choses comme ça, je leur dis souvent, déposez une première marque verbale avec juste le nom. Ensuite, déposer un logo. Et si plus tard, dans 3-4 ans ou même avant, vous avez un nouveau logo ou par exemple un son, comme vous venez de dire, eh bien, on peut redéposer ça. L'objectif, c'est de se faire un portefeuille de marques. Donc, dans mon exemple là, au bout d'un moment, j'ai 3 marques. J'ai une marque verbale, une marque figurative avec le logo et une nouvelle marque avec le nouveau logo ou le son, par exemple. Et je vais faire vraiment un portefeuille de marques qui va être très fort puisqu'en fait, je vais avoir une première marque qui a une antériorité assez ancienne, qui est toute première, la marque verbale, et je vais venir capitaliser dessus et construire un nouveau portefeuille en mettant puis un logo, puis le son, puis peut-être un nouveau nom, etc., etc. Et c'est ça qui va faire la force de ma protection, c'est que je vais à la fois protéger différentes facettes de la façon dont je communique avec mes clients. J'espère que j'ai répondu de façon assez complète. Dites-nous, Inès. Oui. Elle dit merci beaucoup Ok, pour je votre vois pas le présentation. chat, je sais pas, donc je ne sais pas trop si. Ouais, c'est un panneau spécial. Effectivement, moi je le vois. Donc, elle dit merci beaucoup pour votre présentation et votre réponse. D'accord. Eh bien, merci Moi, pour votre question. j'ai encore une question. Alors, c'est un cas pratique, hein, disons. Mhm. En fait, on a eu hier une question avec la responsable marketing digital chez nous. Donc, c'est vraiment un cas pratique sur les annonces Google. Les annonces D'accord. sponsorisées Google, il y a une tendance forte aujourd'hui où en fait on se positionne sur le nom d'un concurrent, par exemple, ça Mhm. arrive. Alors il me semble, moi de ce que je sais, c'est que c'est pas interdit, c'est-à-dire qu'on peut utiliser, on peut acheter le mot-clé voilà, du nom d'un concurrent, voire même d'une marque. Maintenant, il me semble ce qui est interdit, et là on l'a détecté pour la CCI, si vous voulez. Juste pour vous expliquer Mhm. rapidement, la CCI, on gère les formalités d'entreprise. C'est ouvert aujourd'hui à la concurrence. Et donc, D'accord. on a détecté que certaines entreprises privées utilisent le nom CCI dans des annonces sponsorisées. Mhm. Donc, moi, il me semble que effectivement acheter le mot-clé n'est pas interdit, mais ensuite utiliser CCI dans l'annonce ou Mhm. dans l'annonce, dans une partie de l'annonce, ça a priori, est-ce qu'on peut se retourner contre cette entreprise justement parce que il y a une marque déposée? Est-ce que vous savez là? Est-ce que vous pouvez Et ça, je pense que ça arrive. Alors, Moi, j'ai en soi, effectivement, l'achat de mots-clés est autorisé. Par contre, ça va dépendre de quelle façon ils communiquent avec. C'est-à-dire que s'ils utilisent vraiment le nom de la CCI pour vendre des produits et services, vous pouvez vous y opposer à ce qu'ils utilisent ce nom-là. Hmm, Tout va être dans la volonté de vendre, en fait. Ça va ok. vraiment être de dire, est-ce que l'entreprise a vraiment une volonté de communiquer pour vendre en utilisant ce nom-là, ou c'est juste une volonté, entre guillemets, d'information? Dire voilà, nous, comme la CCI, on fait ça, par exemple. D'accord. Bon, là, je pense que c'est clairement pour vendre des formalités, hein, donc, Oui, et notamment au niveau de l'achat de mots-clés, ça c'est autorisé, puisqu'en général, même ces mots-clés sont pas toujours apparents. Mettre des mm, balises pour le référencement naturel, par exemple, des choses comme mm, ça. Si c'est dans le back-office, si je puis dire, du site internet, ça n'est pas interdit en soi. mm. Ok, mais c'est donc un peu la teneur de l'annonce et si c'est vraiment dans un but commercial, quoi, hein, si Oui. utilisation. Ouais, ok, ok. Et ça, c'est vrai que j'ai eu plusieurs entreprises voilà, qui ont ce genre De de problématiques. pratique, hein, ouais, Mhm. ouais, voilà. Ok. D'autres questions? Non, bah écoutez, je pense on va conclure, hein. Du coup, on va vous laisser aller, Très bien. aller déjeuner. On remercie encore Alexis. Merci à Et vous. puis voilà, je vous envoie effectivement
le replay, le lien vers le replay, la présentation, et puis pour les webinaires CCI sur le digital, ben on va se mettre en pause hein, pour l'été, et donc on reviendra courant septembre. Vous serez informé des prochaines dates. Et puis voilà, on a également Biz & Buzz, hein, notre gros événement en octobre, 11, 12, 13 octobre, sur toute l'Alsace, avec des conférences, des ateliers, des tables rondes, différents événements un peu disséminés sur toute l'Alsace. Voilà, l'idée c'est de vous sensibiliser au digital, vous faire évoluer dans vos pratiques, peut-être déclencher des nouveaux projets. Donc voilà, tout ça, je pense que vous serez informés. On va lancer une communication là. On va intensifier la communication début septembre avec le programme. Voilà. Et ben, je vous remercie. Passez une bonne fin de journée, bon appétit et puis à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.